Salut cher auditorice, nous sommes ravis de te retrouver pour une nouvelle saison de BSG de Baleine sous Gravillon, la 7e déjà. Et je remercie les fidèles et les nouveaux. Et je dis nous parce que tu vas voir, il y a des nouvelles voix qui débarquent dans Baleine sous Gravillon, tu vas les entendre très bientôt. En tout cas, j'espère que tu as passé de belles vacances, que tu t'es reposé et que tu reviens plein d'énergie, d'idées ou juste de bonheur, de bonne humeur. Il en faut pour survivre dans ce monde de brut. Pour cette première série, je te propose un entretien que j'ai réalisé cet été à distance avec le penseur, le chercheur que j'estime le plus révolutionnaire aujourd'hui, celui qui me donne le plus d'espoir, de niaque pour continuer mes émissions, mon travail, mes livres. Ce monsieur, c'est Olivier Amand. Il n'est pas hyper connu du grand public, mais je peux te dire qu'il s'agit d'un demi-dieu à peu près partout dans la grande famille de tous ceux qui pensent un peu plus loin que leur nombril. En sciences, en biologie, dans tout ce qui concerne de près ou de loin le vivant. Alors qui est cet homme incroyable, qui en plus a le bon goût d'être aussi humble et abordable que génial ? Eh bien en gros Olivier, c'est celui qui a développé un concept dont tu as peut-être entendu parler ces dernières années, c'est celui de la robustesse. Il propose rien moins qu'un nouveau modèle de vie, individuel et surtout collective. En gros, il explique dans ses travaux, dans ses livres, dans ses conférences un peu partout dans le monde, que le péché originel de l'humain, c'est la recherche perpétuelle de performance, de rentabilité. Et ce quasiment depuis 12 000 ans, depuis que les cueilleurs-chasseurs sont devenus des agriculteurs-éleveurs. Et ça, il y a beaucoup d'autres auteurs, chercheurs, scientifiques qui l'ont constaté avant lui, dont une grande célébrité, Yuval Harari, l'auteur de Sapiens, qui avait dit cette phrase qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. « Ce n'est pas l'homme qui a apprivoisé le blé, c'est le blé qui a apprivoisé l'homme. » Je trouve que c'est vraiment une phrase géniale en linguistique, en rhétorique, ça s'appelle un chiasme, cette structure, la A-B-B-A. Et j'avais détaillé ça dans un des tout premières séries de Baleine sous Gravillon qui s'intitule « Reprendre son temps pour soi et pour ceux qu'on aime ». Tu le retrouves en tapant baleine par exemple, et temps ou baleine et reprendre dans n'importe quelle appli d'écoute. Bref, si cette phrase te paraît obscure, ce n'est pas l'homme qui a apprivoisé le blé, c'est le blé qui a apprivoisé l'homme, eh bien ça veut juste dire que l'humain, en voulant gagner du temps, de la sécurité, du confort, de la richesse, eh bien l'a fait de plus en plus au détriment du vivant et d'autres humains, et aussi de toutes les ressources de la planète, et en plus qu'il n'en a eu jamais grand-chose à cirer et que ça s'est considérablement aggravé depuis à peu près 2 siècles, ce qui fait que tout ça débouche aujourd'hui sur une 6e extinction de masse qui pourrait, in fine, emporter l'humain avec l'eau du bain chaud et pollué qu'il a lui-même créé, en mode « je me tire une balle dans le pied ». Donc voilà, en gros, c'est le constat de base d'Olivier, et de tous ces chercheurs, de moi-même aussi et de mon modeste travail. Et si tu écoutes ce podcast, c'est qu'il y a des chances que tu partages ce constat au moins en partie. Alors qui est cet Olivier Amand dont je te propose l'interview dans la suite de cet épisode ? Alors Olivier, il a quasiment le même âge que moi, il est né en 75, c'est un chercheur français en biologie et en biophysique. Il travaille à l'INRAE, l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Autant dire que c'est un institut qui prend de l'importance ces derniers temps, ces dernières années, ces dernières décennies. Et l'INRAE fait partie de l'École normale supérieure de Lyon, donc il est affilié là-bas aussi. Je dis ça pour les Lyonnais et tous ceux qui font Normal Sup. Bref, Olivier il travaille plus particulièrement sur le domaine végétal, et notamment sur une zone des plantes qui s'appelle le méristème, qui est une zone de division cellulaire intense qui est à l'origine d'organes et de tissus végétaux. En gros, il s'agit de cellules indifférenciées qui se divisent, donc par mitose, et puis qui se différencient en acquérant des structures et des fonctions différentes. Et donc, petite parenthèse, voilà, chez les plantes, on distingue les méristèmes primaires qui assurent la croissance de la plante en longueur au niveau de la tige, des feuilles, des racines, etc. Et puis les méristèmes secondaires qui sont responsables de la croissance en épaisseur cette fois. Typiquement, c'est le cas des troncs des arbres. Et donc chez les végétaux, les méristèmes permettent, tu l'as compris, une croissance infinie en théorie. Donc les autres travaux d'Olivier, tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur le fait qu'il soit si intéressé par les plantes, Olivier. Mais bref, ces travaux postérieurs, ils concernent le rôle des signaux mécaniques dans une plante qui font qu'elle
acquiert une forme plus ou moins tarabiscotée. Et donc il fait le lien entre la biologie moléculaire et la biologie cellulaire, entre la biologie aussi et tout simplement la biophysique. Voilà. Olivier, c'est l'auteur de beaucoup de livres. Le plus connu, c'est La troisième voie du vivant aux éditions Odile Jacob, et plus récemment Antidote au culte de la performance. Tu trouveras aussi La robustesse du vivant dans la collection Tract chez Gallimard. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Je te cite ce que j'ai. Alors quelle est sa tagline? Quel est son credo à Olivier? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il prône? Eh bien, Olivier prône un modèle de société moins vorace, moins destructeur, qui s'inspire du vivant, dont les principes seraient guidés par la recherche de la robustesse plutôt que par celle de la performance. Voilà, j'ai tout dit. En gros, il explique que partout dans le vivant, ça fonctionne avec de la robustesse plutôt qu'avec de la performance. T'inquiète pas, je vais tout de suite définir robustesse. Et donc, pour ce faire, il présente l'absence d'optimalité et même une sous-optimalité comme but à atteindre afin de renforcer la résilience, c'est-à-dire le fait de résister aux aléas, aux événements, aux incidents, aux accidents. Et au fait, pourquoi c'est moi qui te raconte tout ça ? Sachant que Olivier, tu vas l'entendre dans un instant, eh bien c'est parce qu'Olivier, en fait, il m'a accordé qu'1 heure, et au lieu de lui faire répéter pour la 3432e fois ces concepts qu'il explique partout, tout le temps, en fait, tu vas voir, j'ai voulu faire quelque chose de plus sympa, de plus original, de plus ludique, de plus enrichissant, avec lui, mais aussi avec toi. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je te résume le plus clairement possible, en gros, ce qu'il raconte, pour qu'on puisse passer à autre chose d'encore plus intéressant. Enfin, c'est super intéressant ce qu'il raconte, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que, voilà, je te résume ce que tout le monde peut lire ou avoir accès, et nous, tu vas voir, avec Olivier, on a fait un truc plus funky. Alors avant tout, je voudrais te préciser ce qu'Olivier entend par performance et par robustesse, qui sont un peu les deux termes clés de tout ce qu'on raconte. Alors c'est simple, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. L'efficacité, tu sais ce que c'est? C'est atteindre un objectif qu'on s'est donné. Ça, c'est être efficace. Pas être efficace, c'est que tu rates l'objectif. Et l'efficience, attention, ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Ça veut dire effectivement atteindre cet objectif, mais avec le moins d'efforts possible, le moindre usage de ressources possible. C'est ça l'efficience, c'est-à-dire c'est la qualité de l'efficacité, si tu préfères. Donc bref, la performance, c'est l'efficacité et l'efficience, selon Olivier. Et sa fameuse robustesse, c'est la capacité à maintenir un système stable malgré les fluctuations, qu'elles soient environnementales, sociales ou politiques, de manière générale. Alors maintenant, je te développe un peu les définitions de performance et de robustesse telles que les définit Olivier dans son bouquin. Tu vois bien que moi j'essaye de te résumer en quelques minutes ces bouquins qui font 300 ou 400 pages. Mais on va y arriver. Donc, ce que dit Olivier, c'est que contrairement à la résilience, qui cherche à revenir à l'état initial après un choc, eh bien, la robustesse, elle, vise à éviter les chocs en se préparant à ces chocs, aux incertitudes, en les acceptant, plutôt qu'en essayant de les éviter par des solutions technosolutionnistes. On a déjà donné des exemples. Et tu sais, ça me fait penser à quelque chose peut-être que tu as entendu à la radio, ou même que tu as vécu, ou que tu as lu. Tu sais, l'été, on entend souvent qu'il y a des gens qui sont emportés par les fameuses baïnes, par ces courants très forts. Et les sauveteurs, ils nous expliquent que dans un cas comme ça, il faut surtout pas lutter contre le courant. C'est comme ça que tu t'épuises et c'est comme ça que tu peux mourir. Là, c'est un peu pareil. Et c'est quelque chose que le vivant a compris depuis le début. C'est-à-dire que les êtres vivants, ils se construisent d'abord sur leurs points faibles. En fait, il y a du jeu dans les rouages. Il faut des solutions de rechange, il faut beaucoup de ressources, d'où ce gâchis apparent. En fait, dans le vivant, ce qui est valorisé, c'est la redondance, c'est-à-dire le fait qu'une même fonction est répétée plein de fois, alors qu'une fois, ça paraît suffisant. Eh ben non. Parce que justement, cette redondance protège des aléas, des accidents, des incidents. Tu vois, c'est vraiment un hymne à la différence, à l'hétérogénéité. Tu vois, à tout ce qui n'est pas sorti du moule. Les humains, ils aiment pas les doublons dans les organigrammes, dans leur société, même dans leur vie de tous les jours. Alors que le vivant, lui, il en fait tout le temps, partout, depuis le début. Les humains, ils veulent des objectifs et l'évolution, elle en a aucun. Si tu as écouté mes émissions, y compris Mécanique du vivant, c'est quelque chose qui est bien ressorti, je pense. Olivier Hamon, il soutient que la robustesse, elle implique un certain degré d'incohérence et donc de sous-optimalité. C'est un mot génial, de sous-optimalité. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des erreurs, du hasard, des ratés, de l'ennui, de la lenteur. Ça fait partie.
c'est même notre meilleure protection contre cette espèce de mythe de la performance, car tout ça, ça permet de s'adapter à un monde incertain parce que les solutions naissent de ces erreurs. Tu sais très bien que les mutants découlent de mutations des gènes. Tu vois, ça c'est encore un exemple basique au cas où tu te poserais la question. Donc s'adapter à un monde incertain, eh bien ça nécessite de diversifier les stratégies, d'adapter les erreurs et les redondances. Voilà. Tu commences, je pense, l'idée commence à se faire dans ton esprit. Enfin, pardon, je te prends pas du tout pour un abruti ou une abrutie, mais juste j'essaie de t'expliquer ce que moi-même j'ai eu du mal à comprendre, enfin, à force de lire les conférences et les bouquins d'Olivier. Un système très performant est hautement optimisé. Et donc, je ne fais que répéter, mais par des voies différentes pour que tu achèves de comprendre. Et donc, un système comme ça, trop performant, eh ben, il est rigide et donc il est vulnérable face à n'importe quel changement. Et donc, une efficacité trop accrue, eh bien, ça entraîne des effets rebonds. Tu sais, les effets rebonds, ça veut dire que même quand on fait des progrès technologiques, eh ben, il y a la ressource qui est de plus en plus gâchée. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que en augmentant l'efficacité, le rendement des bagnoles, des voitures, eh bien, du coup, ça rendait tout ça plus facile, elles étaient moins chères, donc du coup, il y a de plus en plus qu'on achète, et du coup, ça épuise la ressource encore plus vite que s'il n'y avait pas eu le progrès. Tu vois, c'est ça, en gros, l'effet rebond. Et donc, tu vois bien que c'est ça qui conduit souvent à une consommation démentiellement accrue des ressources. Voilà, donc le monde actuel, il est incertain, il est imprévisible, et donc il nécessite une approche plus humble, plus adaptative, plus flexible et plus diversifiée. La robustesse, c'est tout simplement la capacité à maintenir un système stable malgré les fluctuations. En gros, la robustesse, c'est accepter l'erreur, la lenteur, justement le fait que quelque chose soit pas optimal, n'ait pas un rendement comme le cherche l'humain, etc. Et ça rend tout le vivant beaucoup plus solide, beaucoup plus résistant aux crises. Et là, on est rentré, tu le sais, dans une époque de crise. C'est ça la robustesse. Je vais encore mieux la définir dans un instant. Donc Olivier, il est impressionnant parce que, en fait, il donne des tas d'exemples comme celui que je te donne tout de suite pour que tu te fasses tout de suite une idée. C'est que, je sais pas si tu as entendu parler de la photosynthèse, tu sais, c'est ce processus qui fait qu'une plante fabrique des briques élémentaires de vie, des sucres, avec un peu d'eau et un peu de CO2, de gaz carbonique, grâce à l'énergie du soleil, à l'énergie lumineuse. Eh bien, ce qui est fou, tu vois, c'est que dans ce processus de la photosynthèse, là, le rendement, il est à peine de 1 à quelques pourcents chez les plantes. Rendement, ça veut juste dire, tu vois, la quantité de sucre que la plante arrive à stocker en réserve par rapport à la quantité d'énergie qu'elle reçoit. Juste, tu vois, c'est ça le rendement. Eh bien, tu vois, ce rendement, s'il est d'à peine 1 à quelques pourcents chez les plantes, il est 10 fois plus élevé dans n'importe quel panneau solaire actuel, au moins 10 fois plus élevé. Sauf que si le vivant a sélectionné des rendements comme ça si faibles, eh bien, c'est parce qu'ils sont compatibles avec la survie non seulement de la plante, mais aussi de tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour que cette plante nourrit et dont elle se nourrit. Tu vois, c'est vraiment une histoire dont tu as l'intuition, c'est une histoire de grand cycle, tout est lié. Je pense que c'est une idée qui t'a déjà traversée. Et donc, toutes ces thèses-là de robustesse se rapprochent un peu, tu sais, des thèses du mouvement doux, ce qu'on appelle le slow, dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire juste le fait de ralentir, de tourner moins vite dans sa roue de hamster. En gros, tu l'as compris, ça prône le ralentissement comme mode d'action. Un ralentissement que je vais développer. Alors ensuite, quels sont les constats et l'analyse de base que fait Olivier des défis écologiques qu'on a à relever? Eh bien, Olivier il commence souvent en rappelant que tous les rapports des scientifiques constatent que l'instabilité, les catastrophes et les risques vont croissant à notre époque. Je pense que ça aussi, t'en as l'intuition. En fait, ce qu'a fait l'humain, c'est qu'il a réduit la complexité du monde à une voie très étroite. Et en fait, ça marche bien quand tout est stable et que la ressource est abondante. Ça rejoint des choses que je raconte dans mes bouquins, dans mes émissions, sur les parasites. Les parasites, ils sont très performants aussi dans un cas comme ça. Tu vois que le parallèle n'est pas innocent avec les parasites. Et donc, à ce stade, à nouveau, je te donne des exemples qu'Olivier donne souvent. Il parle souvent du canal de Suez. Tu vois, ça marche bien, c'est super le canal de Suez. Il y a 12% du trafic mondial de bateaux qui passe par le canal de Suez. Et vu que je sais que tu allais me le demander, l'autre canal très connu, le canal de Panama, c'est 5%. Mais tu vois, si on parle juste des fameux porte-conteneurs, là, ça monte à un tiers, à 30% du trafic mondial. Bon, tu sais que récemment,
Il y a un bateau qui est resté coincé dans le canal de Suez. Traduction, 12% du trafic mondial a été bloqué. Ça a eu des impacts incroyables, gravissimes sur ce commerce mondial, sur plein d'autres choses. Et donc, tu comprends mieux cette histoire de ça marche bien quand tout est stable. Dès qu'il y a un grain de sable, c'est la cata, tu vois. Là, tu commences à comprendre un peu là où veut en venir Olivier. Et ça a eu plein de vertus, cet incident. On a vu notamment à quel point on dépendait de la Chine et de l'Inde à cette occasion. Un autre exemple que donne souvent Olivier, c'est ce qui s'est passé pendant la Covid. Tu vois, dans les hôpitaux, on a voulu réduire le nombre de lits, puis la Covid est survenue, et là, cette histoire de flux tendu, là, chère à tous ceux qui veulent optimiser le marché, les entreprises, etc., on a vu que ça marchait pas. Donc là aussi, ça a été un effondrement, une grosse catastrophe. Il y avait zéro stock, tu te souviens, les masques aussi, etc. Et donc voilà, un autre exemple qui montre que quand tout est stable, ça marche bien, puis dès qu'il y a un accident, c'est la cata. Et puis, un dernier exemple que je te donne, encore une fois, il me semble que c'est Olivier qui en a parlé dans une émission ou une conf que j'ai écouté de lui pour préparer cette émission, c'est qu'il parle des dinosaures il y a beaucoup plus longtemps, il y a 66 millions d'années. En fait, quand ils ont disparu, il y a 66 millions d'années donc, ils étaient déjà en déclin en fait depuis 300 000 ans. Et en fait, la crise brutale qui les a achevés en quand même 30 000 ans. La crise brutale. Tu sais, on dit souvent que c'est la météorite, mais en fait, il n'y a pas eu que la météorite. Il y a eu aussi beaucoup de volcanisme, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus long. Alors que là, tu vois, ce qui se passe en ce moment, pour prendre conscience de ce qui se passe, c'est qu'en Europe, en 30 ans, il y a moins 80% d'insectes qui ont disparu. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même échelle de temps. Ça devrait nous inquiéter. Alors Olivier, il relève 2 points importants. Le premier, c'est que la crise climatique domine dans les médias et donc dans les solutions proposées. Alors qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la crise de la biodive, tu le sais bien si tu écoutes mes émissions. Alors que, en fait, ce réchauffement climatique, en tout cas ces changements climatiques, sont un symptôme et non la cause de nos problèmes. Donc on est en train d'essayer d'apporter des réponses technosolutionnistes, tu sais, qui consistent par exemple à fabriquer des usines de capture directe de CO2 qui au final vont faire gagner encore plus d'argent à ces technosolutionnistes, etc. Alors que la cause première, elle est claire, c'est que juste on vit au-dessus de nos moyens et de ce que la planète peut nous offrir. Quand je dis la planète, ce sont les ressources qui sont contenues dans cette planète. Elle va nous survivre, bien sûr, quoi qu'il arrive. Donc, Olivier, il dit aussi que notre performance, elle fait la guerre à la vie. Et c'est donc la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques qui devrait primer. En fait, contrairement à ce qu'on croit, ça coûte presque rien et on peut le faire à toutes les échelles, du balcon au champ cultivé. Et donc, le premier levier pour changer, pour monter en échelle, eh bien, c'est l'agriculture pour laquelle nous avons toutes les solutions techniques, ça s'appelle l'agroécologie. Et la question de société et d'écologie et de vision de l'écologie, c'est d'abord une question de courage politique et une révolution culturelle. Mais c'est à portée de main, c'est un scientifique qui dit ça. Le second point sur lequel insiste Olivier, c'est que le message principal des rapports scientifiques sur notre futur, eh bien, c'est que le monde va devenir de plus en plus fluctuant, c'est-à-dire instable, c'est-à-dire risqué. Et à vrai dire, tu en as là aussi l'intuition. On voit bien que les méga-feux, les inondations, les cyclones, tous ces événements naturels extrêmes, mais aussi des remous humains, sociaux et géopolitiques, ça commence aussi à augmenter. Peut-être tu en as l'intuition. Moins il y a de ressources, plus il y a de guerre et de guéguerre. Donc la réponse à apporter, ce n'est pas la performance ou l'optimisation qui tendent à amplifier les turbulences, mais plus, encore une fois, de cette fameuse robustesse que je vais continuer à te préciser dans un instant. Donc ça, cette robustesse, c'est ce qui va nous permettre de maintenir un système plus stable malgré les fluctuations. Et donc pour ça, nous avons tout à apprendre du vivant. C'est pour ça que je l'aime comme un frère, Olivier. C'est pour ça que je l'ai invité pour la toute première émission de cette 7e saison de Baleine sous gravillon. C'est parce que ce gars-là, il nous donne un espoir fou. Et tu sais bien qu'en disant qu'on a tout à apprendre du vivant, forcément, ce gars allait me plaire. Et donc, le vivant, il fait ça depuis que la vie est apparue, depuis 4 milliards d'années, et que l'équité et la justice sociale dont on a tant besoin, découlent de ça. Tu vas le comprendre aussi dans un instant, on va donner d'autres exemples. Alors en conclusion, Olivier, il propose pas d'en revenir à l'âge de pierre ou de la bougie ou des amiches. Il propose une 3e voie entre la performance, telle que je l'ai définie là il y a un instant, c'est-à-dire, tu sais, efficacité, efficience, et donc tout ça, ça amène à la croissance. Et donc Olivier, il propose une 3e voie entre cette performance et la décroissance.
Et cette voie, eh ben, je te le donne en mille, ça s'appelle la robustesse. Et cette robustesse vise à bâtir un monde viable et adaptable face aux turbulences environnementales et sociales. Et donc ça implique d'embrasser la complexité, l'incohérence, l'erreur, la diversité, la lenteur, tous ces trucs que je t'ai dit avant, plutôt que la standardisation, la performance, le rendement à tout prix. Enfin, j'espère que tu commences à mieux comprendre ce que j'essaye de te présenter dans ces quelques concepts. Alors ce que dit aussi Olivier, c'est que cette performance, elle induit le burn-out des humains, mais aussi des écosystèmes. Cette performance, tu t'en doutes, elle a un coût. En fait, on déstocke toutes les ressources humaines et naturelles, et le lien aux ressources, en plus, il est invisible pour la plupart d'entre nous. C'est pour ça que tout le monde s'en fout, et ça aggrave encore ce qui se passe. Je te redonne des exemples. Au néolithique, tu sais qu'en gros, il y a une espèce de frontière qui est un saut quantique peut-être le plus important de l'histoire de l'humanité, entre le paléolithique et le néolithique. C'est quoi la différence, la frontière entre ces deux âges, dont tu as déjà entendu les noms? Eh bien tout simplement, il y a 12 000 ans, en gros, il y a les cueilleurs-chasseurs de l'époque qui sont devenus des agro-pasteurs, tu sais, les premiers paysans, les premiers éleveurs. Hein. Bon, c'est ça, ça c'était il y a 12 000 ans, et ça c'est le début du néolithique. Tout ce qu'il y a avant, eh bien, ça s'appelle le paléolithique. Bref, au néolithique, on a créé des milieux de plus en plus abondants en ressources. Bah oui, avec les agriculteurs, les éleveurs. Et donc ça stimule la compétition. Alors que, en fait, c'est la pénurie qui stimule la coopération. En fait, ce que dit Olivier pour illustrer ça, c'est que quand tu arraches un arbre dans une plaine ou dans un milieu, tu vois, facile et luxuriant, eh bien son espace, il est vite repris par un autre arbre. Donc ça, c'est la compétition qui prime. Alors qu'en montagne, où il fait froid, où il y a très peu d'eau, où les sols sont très pauvres, eh bien, s'il y a un arbre qui meurt, les autres autour, ils vont se rabougrir parce qu'ils viennent de perdre un partenaire. Tu vois, c'est la fin d'une coopération. Tu comprends la différence entre, voilà, dans les milieux difficiles, un peu contre-intuitivement, la pénurie, elle génère la coopération, alors que la compétition est stimulée par les milieux où tout va bien, où tout est trop facile. Et ce genre de milieu, eh ben, c'est ce qu'a créé l'homme depuis 12 000 ans, tu vois. Olivier, il donne un autre exemple, c'est ce que raconte Georges Bataille dans un bouquin qui s'appelle La part maudite. Il explique que les êtres humains, ils ont du mal avec l'abondance. Parce que cette abondance, elle nourrit la performance, et que cette performance, elle alimente la surperformance. Tu vois, c'est une sorte de serpent qui se pend la queue. Et donc, toute cette performance, ça crée des différences, ça crée des envies, et ça alimente la violence contre l'humain et contre tout le reste. Autre exemple, pendant la Renaissance, en 1492, eh bien, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Donc là, les ressources, il y a une manne de ressources qui provient de là-bas. Alors il y a des choses qui se mangent, comme le café, le cacao, bien d'autres choses. Et puis, dans les minéraux, tu as l'argent, tu as les mines d'argent, dans lesquelles les locaux sont esclavagisés. Et donc, voilà, tout ça, c'est des ressources qui sont accaparées par les nations riches propriétaires occidentales. Et un peu après, tu as la révolution industrielle qui mécanise tout ça et qui multiplie, qui rend tout ça exponentiel. Puis après, tu as le pétrole qui décuple encore tout ça. Puis après, tu as les ordinateurs. Enfin, tu vois que tout ça va dans le sens d'une abondance des ressources qui induit la violence. La violence au sens très large. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de cette espèce d'envie où le concept d'abondance matérielle devient un tout petit peu moins important. On bascule dans l'abondance relationnelle, c'est-à-dire la multiplication des interactions. Je te fais pas un dessin avec les écrans, les téléphones, les iPads, etc., etc. Une autre remarque intéressante d'Olivier que je voulais te partager, c'est qu'il relève que tous les personnages et les célébrités ultra performantes, ou en tout cas qui se veulent ultra performantes, défendent des projets de mort. Le premier d'entre eux, c'est Elon Musk. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller sur Mars. Qu'est-ce qu'il y a sur Mars? Tout est mort. Alors qu'il est impossible de faire pousser des plantes sur Mars, le gars, il veut à tout près aller sur Mars. Alors que, tu vois, on aurait tellement de choses à faire sur Terre avec tout ce pognon, cette intelligence et ces techniques. Zuckerberg, c'est pareil. Le fondateur de Facebook, Meta, etc. Lui, il vit dans un bunker à Hawaï. Bunker, je te fais pas un dessin, c'est pas très vivant, tu vois, un bunker. D'autres champions, comme le fameux MBS, tu sais, Mohamed Ben Salman Al Saoud, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est né en 85 et qui règne sur l'Arabie Saoudite depuis quasiment 2017.
Donc lui, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il veut carrément construire une ville en plein désert, qui va s'appeler Neom. Et pareil, qui a encore une petite odeur de pas très raisonnable là-dedans. Donc bref, pour te redire une phrase qui fait mouche, je trouve, d'Olivier, choisir la robustesse par rapport à toutes ces idioties, ce n'est pas manier la peur, c'est réenchanter le risque. C'est l'agilité, c'est se placer au-dessus du risque. Et donc pour y arriver, eh bien, ce que préconise Olivier, c'est il faut ringardiser la performance. Voilà, il faut juste la ringardiser, il faut juste comprendre, relever et partager ce qui ne va pas. C'est ce qu'il s'emploie à faire sur LinkedIn, par exemple, à chaque fois qu'il peut. Olivier, il explique par A plus B, je te rappelle que c'est un scientifique, c'est pas un idéologue, comment la performance peut et doit être ringardisée. Le deuxième palier, plus important, c'est de, en gros, faire un audit interne de la robustesse. C'est que chacun et que chaque entreprise se demande comment elle peut atteindre cette robustesse. À nouveau, il donne un exemple. L'exemple de la pause café. Tu vois, la pause café, c'est un truc qu'on a longtemps chassé dans les entreprises, qu'on a longtemps voulu limiter, éviter, etc. Alors que, en fait, c'est un moment crucial de la vie d'une entreprise où il y a des discussions qui se font, où il y a des compromis qui sont trouvés, où il y a évidemment des pauses qui sont prises, où il y a... En gros, la fameuse pause café, ça resserre le lien social, c'est source d'innovation, de sentiment d'un meilleur lien, d'appartenance, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à comprendre. Et puis, d'un point de vue plus macro et moins anecdotique, Olivier relève que, en fait, les bonnes nouvelles, il y en a. C'est-à-dire que l'agroécologie, plus hétérogène que ces espèces de champs pleins de pesticides cultivés à l'infini, alors bien sûr, c'est encore majoritaire, mais on parle beaucoup, de plus en plus de l'agroécologie. On voit que les rendements sont meilleurs, sans pesticides, beaucoup plus sains. Donc tout ça, cette révolution-là commence. Elle est évidemment pas du tout majoritaire, mais ça commence. Donc voilà, on vise des parcelles plus autonomes, plus robustes. Et la bascule, selon Olivier, va très vite. Bon, là, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais lui, il dit que ça va très vite. Ok. Dans un autre domaine, celui des biens de consommation, on entre de plus en plus dans l'ère du réparable. Tu sais, la fameuse obsolescence programmée, c'est un truc qui a plus trop cours, là. Et bien ça, si tu l'as compris, c'est aussi de la robustesse que de se dire que, au lieu de tout jeter et de racheter un gros appareil neuf, on change juste la pièce qui va pas, tu vois. Moi, je pense que quand tu achètes une valise à roulettes, on devrait te la vendre avec 2 ou 3 jeux de roulettes de rechange. Ça t'est jamais arrivé de voir ces énormes valises en plastique qui traînent juste parce qu'il y a une roue qui est un peu cassée? Bon, en gros, c'est ça l'idée. Donc voilà, en gros, je vais m'arrêter là. Tu vois bien que Olivier, ce qu'il dit, c'est loin d'être une espèce de lubie de chercheur sur son microscope. Ce qu'il dit est révolutionnaire. J'espère que tu l'entends et tu le vis comme ça aussi. Donc ça peut s'appliquer à l'économie et à la consommation. Passer d'une économie de propriété aussi à une économie de l'usage. C'est-à-dire réparer mais aussi partager plutôt que consommer. Moins de ressources utilisées, davantage de résilience sociale. Pour ce qui est des organisations humaines, eh bien là aussi il faut favoriser, et je pense notamment à la politique, là c'est vraiment la chienlit en ce moment. Tu vois, effectivement, là on arrive au bout de la démocratie, de la fameuse 5e République. En France, on a de la chance en France, il n'y a pas trop de guerre, on mange à peu près à notre faim, il fait pas encore trop chaud par rapport à d'autres pays, etc., tu vois bien. Mais on a l'impression que tout va mal en ce moment. Donc voilà. Olivier, en germe, ce qu'il dit, c'est que il faut favoriser la diversité. Or, nos hommes politiques, ils sortent un peu tous du même moule. Il faut arrêter les conflits productifs. Il faut favoriser la coopération plutôt que l'uniformité. Et donc, toutes les contradictions, si elles sont bien gérées, peuvent devenir source et inspiration pour la stabilité. Bon, tout ça, c'est un peu de la philosophie, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, chacun à notre échelle. Et puis enfin, c'est important aussi de constater que dans l'éducation, eh bien, il va falloir promouvoir des pédagogies un peu plus coopératives. Olivier, il parle de Freinet, de Montessori, de l'enseignement mutuel, pour valoriser la transmission de manière différente, de manière les plus larges possibles. Et tout ça pour favoriser la coopération, la pensée critique, plutôt que la compétition académique, la répétition de trucs comme tu as vécu, comme on a tous vécu. Tout ça commence par l'éducation. Salut Olivier. Hello Marc. Ça me fait plaisir de te retrouver. On s'était croisés trop brièvement à Wheel of Green. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement et de cette rencontre ? J'ai bien aimé. Ça m'a bien fait rigoler d'être entre deux rappeurs pour parler
sud du monde avec Pablo Servi. Donc non, c'était très chouette. Et puis un bel événement très joyeux. Écoute Olivier, j'ai eu envie de faire un truc original avec toi. Tu sais que 12 est un nombre sublime. Non, ça me dit rien, ça, nombre sublime. Ça t'échappe pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont par 12. Les 12 heures de la journée, les 12 tribus d'Israël, les 12 signes du zodiaque. La liste est infinie. 12 est un nombre très particulier, c'est-à-dire que le nombre de ses diviseurs est un nombre parfait. Et l'addition de ces diviseurs est aussi un nombre parfait. Un nombre parfait, c'est 6. 6, c'est 1 plus 2 plus 3. Et 12, c'est le cran au-dessus, c'est un nombre sublime, d'où les 12 signes du zodiaque, les 12 tribus d'Israël, les 12 heures de la journée, les 12 mois de l'année, etc. C'était un nombre très pratique pour les marchands, puisqu'il est divisible par 4, par 3, par 2, par lui-même, par 1, etc., etc. Donc ce nombre sublime est très pratique. Bref, j'ai 12 citations sur lesquelles te faire réagir et plein d'exemples de robustesse. Le premier qu'on va prendre, c'est celui d'où tu viens, en quelque sorte, puisque toi, tu es, j'allais dire botaniste, tu es un biologiste très spécialisé, très inspiré par les plantes. Donc le premier exemple que je t'ai sélectionné, c'est tout simplement le fait que beaucoup de plantes poussent de travioles. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, comme exemple? Et ben ouais, c'est que en fait les plantes elles vivent avec leur milieu et avec les fluctuations. Elles sont pas en train de vivre pour elles-mêmes. En fait, si on regarde une plante, c'est un peu comme un animal inversé. C'est que nous, les humains, on a plein, ou les animaux, on a plein d'arborescence interne. Si on prend un poumon, voilà, c'est plein d'arborescence interne. Les plantes, c'est l'inverse. Et du coup, c'est plus que c'est arborescent vers l'extérieur. Forcément, c'est un peu de traviole parce que ça va dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. C'est typiquement les bonsaïs. On les tord exprès. Alors ça, ouais, Ah, c'est un peu l'hyper-contrôle. On veut absolument qu'ils soient petits, etc. Après, il y a des bonsaïs naturels. Ceux qui poussent sur un gros rocher, ils sont tout petits. Enfin, ils peuvent pas grandir comme ils peuvent parce qu'ils sont contraints par leur environnement aussi. Donc, ils sont de traviole naturellement. Allez, deuxième exemple, le vivant comme système redondant. C'est-à-dire que la nature du vivant repose sur la redondance. C'est quelque chose que tu as, alors non pas inventé, mais que tu as beaucoup développé dans tout ce que tu racontes. Donc, présence de mécanismes multiples pour une même fonction, plusieurs gènes pour le même effet, etc. Cette redondance, elle est coûteuse, mais elle rend le système moins vulnérable aux perturbations. Ouais. En gros, tu peux expliciter un peu ça? Ouais, on peut prendre le corps humain, les villosités qu'on a dans l'intestin, les alvéoles pulmonaires qu'on a dans les poumons, le globule rouge qu'on a dans le sang. Enfin, tout ça, si c'était unique, ce serait extrêmement fragile. Les feuilles qu'il y a sur un arbre, etc., le nombre de bourgeons qu'il y a sur un arbre, le nombre de branches qu'il y a sur un arbre, ça permet à chaque fois de se garder des marges de manœuvre en cas de rupture, de fluctuation, et surtout ça permet d'ouvrir d'autres chemins. Donc il y a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Donc en fait ça nourrit l'hétérogénéité aussi. Ok. Je passe à un exemple suivant qui est cher à beaucoup de gens. Je pense à mon copain Bernard Werber, qui comme moi a bossé un temps sur et pour France Culture. Les fourmis et l'intelligence collective. Les sociétés de fourmis, elles ne sont pas dirigées par un chef, mais par une multitude de décisions locales redondantes et flexibles. Et ce fonctionnement décentralisé, tu dis que ça absorbe mieux les chocs et que ça en fait un modèle de robustesse. Et il y a un mot que je n'ai pas nécessairement lu dans tes bouquins ou tes articles, et ce n'est pas grave du tout, c'est un mot que j'adore, qui est le mot de stigmergie. Je ne sais pas si tu connais ce mot, et en gros, c'est comme ça que fonctionnent les fourmis et d'autres insectes sociaux, je pense aux termites. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une première fourmi qui dépose une petite boulette quelque part, il y en a une autre qui bute dessus et qui du coup la remet ailleurs, et puis petit à petit, ça construit des châteaux climatisés que sont certaines termitières ou certaines fourmilières. Et donc, loin du bordel, cette espèce de fonctionnement permet de créer, dans le cas des termites, c'est ce que je raconte dans l'émission correspondante sur les constructions ingénieuses là, de mécanique du vivant sur France Culture, des cathédrales climatisées. Donc toi, qu'est-ce que tu racontes sur ces fourmis et l'intelligence collective? Eh ben alors, ça fait penser à la pensée complexe des cormorans aussi. En fait, donc toutes ces propriétés émergentes par des interactions locales. Donc une fourmilière, c'est un peu ça. Finalement, c'est deux fourmis qui interagissent, enfin deux fourmis, plusieurs, mais deux par deux, elles interagissent et ça produit, des structures, des tunnels, des chambres, enfin tout un système. Donc ça c'est émergent, mais peut-être que juste pour pondérer un tout petit peu l'enthousiasme, il y a aussi le fait que on appelle ça des organismes sociaux, alors qu'en fait il y a un petit côté sectaire quand même. C'est des individus qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs il y a beaucoup de parthénogenèse, etc. En fait, c'est quand même c'est un peu de la dérive sectaire, c'est dans le sens où elles font un peu toutes la même chose, donc ça fait des propriétés émergentes. Mais c'est pas forcément un modèle de société pour autant, parce que là, pour le coup, c'est arborescent, c'est toujours émergent, mais c'est quand même
l'extrême aussi de l'homogénéité dans les individus qui se parlent entre eux. Alors il y a des termes, il y a des fourmilières où il y a l'hétérogénéité, hein, il y a des soldats, il y a des ouvrières, etc. Enfin, donc il y a aussi l'hétérogénéité. Mais on a tendance à penser que la petite mouche de cuisine, la mouche du vinaigre qui se balade dans sa cuisine, c'est plus un organisme social que la fourmi dans sa fourmilière. Tu parles évidemment... alors mes exemples sont pas... Enfin, j'aurais pu faire un effort d'enchaînement, mais justement, on va cultiver cette sous-optimalité, y compris dans l'ordonnancement des exemples sur lesquels je te fais réagir. Le cycle de la matière dans la nature. Ouais. Tu dis souvent que dans les écosystèmes, rien ne se perd. Les déchets des uns sont les ressources des autres, évidemment. Donc c'est une économie circulaire naturelle, assure une stabilité, une robustesse sur le long terme, sans optimisation maximale de chaque étage, de chaque maillon. Et oui, parce que la circularité, c'est se placer dans les conditions où le gâchis n'est pas un problème. C'est qu'en fait, quand on est circulaire, on peut se permettre de dissiper beaucoup de ressources à chaque étage, parce que de toute façon, ça va tout être recyclé, réutilisé, ça va repartir dans le cycle. Donc c'est pas un problème. Donc c'est ce qui se passe dans la nature, hein. Quand on voit les arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne, c'est un exemple bien pratique, parce qu'on voit bien que l'individu perd énormément de biomasse, et ben pourtant tout ça va nourrir l'écosystème, qui en retour va nourrir l'arbre. Mais il y a une perte de biomasse énorme. On pourrait imaginer, nous les humains, qui sont tellement obsédés par la performance, des systèmes beaucoup plus performants, avec une circularité hyper canalisée, mais par contre beaucoup moins de robustesse, parce qu'il faudrait que tout soit bien contrôlé. Bah tiens, t'étais dans les arbres qui perdent leurs feuilles et tout, bah restons dans la forêt. Autre exemple, l'économie mutualiste de la forêt. Dans une forêt, les arbres, on le sait, font des poignées de main avec des gros guillemets avec les champis au niveau de leurs racines. Ça s'appelle les mycorhizes. En gros, il y a cet échange vertueux. Passe-moi le sel, je te donne le sucre. Hein. L'arbre fournit le sucre que le champi est absolument incapable de synthétiser, mais en échange, pareil avec des gros guillemets, parce que tout ça n'est pas si finaliste et anthropomorphisé que je suis en train de le dire. Mais bref, en gros, le champi il récupère plein d'éléments de type minéraux dans le sol, il les file à l'arbre, c'est ça le sel, et en échange, l'arbre, il lui file le sucre. Donc voilà, cette interdépendance, alors qui semble-t-il a été exagérée, hein, c'est un peu critiqué là, ce que racontait, comment il s'appelle, Wohlleben, voilà, tu sembles de cet avis. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu racontes sur cette économie mutualiste de la forêt? Ah ouais, non, mais c'est quand même un point fondateur, hein. Alors là où Wohlleben elle est un peu trop loin, c'est que pour moi il a fait un peu trop d'anthropocentrisme en disant que l'arbre était la maman de la forêt. Enfin tout ça, là ça devenait un peu trop simpliste, quoi. Mais par contre sur le fond, il a tout à fait raison. Mais par contre le petit bémol qu'il faut mettre, c'est que le côté mutualiste de la forêt dépend beaucoup de la quantité de ressources dans le milieu. C'est que s'il y a peu de ressources dans le milieu, alors la mutualisation là, elle va vraiment être très 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 nécessaire. Dans des forêts très riches où le sol est très très riche, là c'est moins évident. On va dire. Il peut y avoir beaucoup de compétition entre les arbres aussi parce que de toute façon il y a plein de ressources dans le milieu. Mais il y a quand même des exemples fascinants. Hein. C'est la mixotrophie par exemple. La mixotrophie c'est quand on se balade en forêt et qu'on tombe sur une plante soi-disant verte mais qui est toute blanche. Bah, cette plante, elle est toute blanche. Alors, c'est pas un parasite, hein. C'est une plante qui peut faire de la photosynthèse, mais là, entre guillemets, elle n'en fait pas. Elle est toute blanche parce qu'elle est en train elle s'est branchée sur un champignon qui lui-même est branché sur un arbre. Donc ça démontre bien quand même qu'il y a de la communication qui peut aller très très loin d'une plante à une autre quand même. Donc c'est quand même fascinant, ça. Alors, je sais pas si c'est lié, mais il y a certains séquoias qui sont tout blancs. Je connais pas ça, les séquoias tout blancs. Ou alors, en fait, les séquoias blancs, les arbres albinos dont je te parle, c'est d'autant plus étonnant qu'un arbre en bonne et due forme, comme tu le sais, il est généralement vert grâce à la présence de chlorophylle, ce pigment, cette molécule qui lui sert à pratiquer la photosynthèse. En d'autres termes, à fabriquer des sucres en combinant un peu d'eau et de CO2. Et pourtant, Olivier, il existe bel et bien des arbres albinos, et pas des moindres. Eh ben, je te l'ai dit, ce sont des séquoias, ces fameux arbres de tous les records. L'arbre actuel le plus haut sur Terre, c'est un séquoia. Tu sais, ces conifères géants qu'on trouve surtout en Californie, sur la côte pacifique. Ouais. Eh bien, ces séquoias blancs, qu'on surnomme en anglais les albino redwoods, constituent en fait une anomalie rare chez les séquoias côtiers, hein, cette essence d'arbre qui s'appelle Sequoia sempervirens, le toujours vert. Eh bien, ces séquoias albinos, ils sont hyper rares, on n'en a recensé que 300, et comme je t'ai dit, ils n'ont pas de chlorophylle, leurs aiguilles, elles sont soit toutes blanches, soit un peu panachées, blanches, jaunes ou même rayées, et ceux qui sont tout blancs, ils sont évidemment incapables de réaliser la photosynthèse. Alors comment ils font? Eh bien, ils pratiquent quelque chose que tu connais vu que tu es botaniste, ils pratiquent la mixotrophie. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont mi-figue, mi-coton, comme dirait ma maman Christiane. C'est-à-dire ceinture et bretelles, quoi. En fait, la majorité des arbres sont notoirement autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont producteurs primaires. C'est-à-dire qu'ils sont autosuffisants pour vivre. Il leur suffit, je l'ai déjà dit, d'un peu de CO2 et d'eau fraîche. Mais hors végétaux, les autres espèces, comme nous autres, les humains, eh ben, on est des consommateurs. Donc, les séquoias albinos dont je te parle, ils sont en partie ou totalement hétérotrophes, comme nous.
Ils sont pas autotrophes, tu vois. Ils dépendent du réseau racinaire commun des autres séquoias, entre guillemets, normaux, ceux qui sont verts. Et ces séquoias, en effet, ils sont reliés par un système de racines qui sont connectées entre elles. Ouais. Et donc, en clair, ils reçoivent les sucres de leurs copains, de leurs voisins, ces séquoias albinos. Et donc, on pourrait dire qu'il s'agit de plantes parasites partielles de leur propre espèce. Et ça s'arrête pas là parce qu'il y a des recherches qui montrent qu'ils pourraient néanmoins avoir une fonction dans ce genre de forêt qui est celle d'accumuler certains polluants dans leurs tissus, tu sais, les métaux lourds comme le nickel, le cuivre, le cadmium, dont parle beaucoup notre ami Marc-André Sellos. Et donc, ces albinos, là, au-delà d'être une simple curiosité, eh bien, ils apparaissent pour l'instant, hein, ça va peut-être être démenti, comme une sorte de foie de la forêt. Tu vois, en piégeant les toxines pour protéger les arbres hôtes et voisins. C'est génial, non? Et oui, c'est intéressant. Un autre exemple, restons dans le vivant, la tolérance à l'erreur des cellules. Donc les cellules vivantes, elles tolèrent des erreurs, hein, des mutations, des défauts dans les copies. Et donc cette plasticité cellulaire et génétique, tu dis que c'est un moteur d'adaptation, c'est un processus qui est toujours pareil, sous-optimal. Ça permet une meilleure robustesse, dis-tu, évolutive. Ouais, alors quand on dit tolérer les erreurs, alors c'est vrai, mais c'est aussi parfois des cellules qui stimulent les erreurs, justement pour ouvrir des nouveaux champs. L'exemple typique, c'est la formation des gamètes pendant la méiose. Là, c'est un exemple où les chromosomes sont activement coupés en morceaux, rabibochés un peu n'importe comment. Et ça permet de brasser les gènes. Et donc c'est un exemple tout simple où là, c'est d'ailleurs les enzymes, les protéines qui font ce travail-là. Au cours de l'évolution, enfin, si on va dans l'évolution longue, jusqu'aux bactéries, c'est des protéines qui étaient plutôt des enzymes de réparation de l'ADN et qui ont été hijackées par l'évolution pour réparer pas correctement. En fait, faire des erreurs de réparation pour que ça multiplie les erreurs, pour que ça brasse les gènes encore plus. Donc on tolère, enfin le vivant tolère les erreurs, mais même parfois les stimule pour ouvrir des nouveaux chemins, quoi. C'est un peu de jazz, en fait. L'exemple suivant, Olivier, c'est l'exemple du cerveau humain. Notre cerveau, c'est pas une machine logique, mais un système très inexact, très lent, plein de bruit, plein d'erreurs. Et pourtant, il est extrêmement robuste, ce fameux mot qui a fait, je dirais, ta fortune, au sens destin et pas richesse. Enfin, d'ailleurs, tiens, petite question presque perso. Est-ce que là, depuis que tu as émergé le mot est faible, que tu exploses avec ce concept qui inspire tant de gens, est-ce que ça fait ta richesse ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse pas? Enfin, tu vois, puisque je parle de fortune au sens de fortuna, de destin, ce mot a un double sens. Enfin, je sais pas si tu as envie de répondre à ça. Si. Alors moi, en fait, j'explose. Faut regarder des limites, quand même. C'est dans un certain milieu avec un certain public, quand même. Donc c'est quand même une explosion très contenue. Sois plus précis. Quel milieu? Alors le milieu, c'est le milieu de ceux qui sont déjà très au fait de ces questions-là et qui veulent creuser. Donc c'est quand même un petit groupe, mais c'est un groupe très motivé. Donc ça c'est super. Mais alors moi mon but c'est pas de rester sur la robustesse toute ma vie et d'en faire un fonds de commerce. Mon but en fait, et je le dis à peu près à tout le monde, c'est que dans 1 ou 2 ans je n'en parle plus. Parce que, alors c'est pas très modeste, mais j'espère que ça va rentrer dans la culture commune pour que je n'ai plus besoin d'en parler et que ce soit d'autres qui en parlent, pas à ma place, mais plutôt avec leurs mots, avec leur culture, avec leur background, etc. Et que ça devienne pluriel. Faut pas que je devienne le gourou de la robustesse. Donc mon but, c'est plutôt de disparaître. Et surtout pas de rester avec un porte-étendard robustesse toute ma vie, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, tu vas retourner à l'INRAE, bosser sur les plantes et tout, et tu vas peut-être développer un nouveau truc? On va tous les uns les autres continuer nos chemins, c'est un peu ça. Mais je vais certainement pas arrêter de parler de robustesse, mais plutôt de le faire à ma dose. Toi, t'écrire 2-3 bricoles par-ci par-là, mais je veux pas rester à ce niveau d'intensité que j'ai actuellement. C'est pas trop. C'est pas vivable, c'est trop. Et puis surtout, c'est pas robuste. Donc ce serait un peu une contradiction ambulante d'être le porte-étendard de la robustesse qui prend tout le truc et puis qui partage pas. Enfin, il faut que tout le monde s'en empare et surtout que ça devienne pluriel, quoi, qu'il y ait des variations, etc. Quoi, que ça vive sa vie. Quoi. Allez, je retourne à mes exemples. On a encore du boulot là. Le temps s'écoule, et il s'écoule à une vitesse qu'on aime bien tous les deux. Tout va bien. Je continue ces exemples que j'aimerais que tu commentes. D'ailleurs, je crois que tu m'as pas commenté le cerveau humain, je crois.
Ah oui, oui. Alors le cerveau humain, ouais. Donc c'est intéressant. Il y avait un article récemment là qui disait qu'un cerveau humain, ça fonctionnait à 10 bits par seconde. Si on faisait l'analogie critiquable avec un ordinateur, mais ça donne une idée quand même de la lenteur du cerveau. En effet, c'est vraiment pas un truc qui est très très performant et ça se comprend très bien. D'une certaine façon, en tout cas une raison, c'est toujours pareil, c'est les redondances, ça c'est la robustesse, c'est que un cerveau humain qui fonctionnerait très vite pourrait aussi se planter très rapidement. Tous ces neurones là, la plupart servent à rien. Enfin, on les utilise pas tout le temps. Ça fait plein de chemins possibles. Là, je suis en train de parler et j'ai des neurones qui sont en train de lâcher. C'est un peu la différence entre un cerveau humain et un ordinateur, justement. C'est que si, là, dans notre communication, là, il y avait d'un seul coup un fil qui se coupait, on pourrait plus se parler. Alors que là, nous, on se parle, nos cerveaux, là, se parlent, alors qu'il y a des fils qui arrêtent pas de se couper par milliers, en ce moment. Quand tu dis que tu as des neurones qui lâchent, ça veut dire juste qu'ils meurent? Ouais. Ouais, okay. Ou des synapses qui se détachent. C'est les deux. D'ailleurs, il y a plus de synapses qui se détachent que de neurones qui meurent, mais ça arrête pas, quoi. C'est très dynamique tout ça. Donc, ce coup d'être dynamique et donc d'être robuste, ça veut dire que le cerveau peut pas être à fond tout le temps. Ce modèle biologique là que tu viens de décrire montre que l'imperfection est une source de stabilité. En gros. Absolument, absolument. Bon. La perfection, c'est la canalisation et donc c'est la stérilité on n'est plus adaptable quand on est canalisé. Ouais. Ok, autre exemple, le langage imparfait mais résilient. Tu dis que le langage humain est ambigu, flou, plein de métaphores et d'erreurs d'interprétation. Et c'est justement ce qui lui permet de s'adapter à des situations très variées, de générer du sens dans l'incertitude, la robustesse par le flou. Alors, en fait, il faut penser un peu par l'absurde. Si nos langages étaient parfaits, si on parlait de façon très très performante, ça couperait court à toute discussion et donc ça tuerait le langage. C'est que le langage n'existe que parce qu'il est imparfait. C'est ça qui permet d'avoir une discussion, des incompréhensions, on a besoin de préciser et donc d'avancer. En fait, on ouvre des branches. C'est les erreurs qui permettent d'explorer des nouveaux chemins. Si on parle de façon parfaite comme un robot, on ne communique plus. En fait, on fait que de l'instruction. Ça n'a rien à voir. Donc c'est plus de l'échange, quoi. Moi, je voue un culte à la digression. Toi qui es tellement passionné de plantes, je trouve qu'une conversation... Je crois que c'est Jules Romain qui disait que la conversation est un jeu de sécateurs. Et là aussi, il y a beaucoup d'imperfections. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de s'interrompre les uns les autres. Même dans les conversations les plus polies, c'est quand même ce jeu de sécateurs, en effet. Et c'est drôle, ouais. Toi-même, si brillant sois-tu, tu comprends pas exactement toutes mes rêves et tout ce que je dis. Évidemment, c'est valable pour moi aussi. Donc effectivement, ok, le langage imparfait. Et cette imperfection fait que on est amené à essayer de toujours se préciser les choses, de mieux se comprendre, etc. Ok, c'est ok. Autre exemple, le modèle éducatif par essai et par erreur. Toi, tu prônes ce genre de modèle d'essai et d'erreur. Est-ce que tu as des exemples? Ouais, alors encore, je vais raisonner par l'absurde. Un prof qui dit tout de façon très exhaustive en top-down, en descendant, qui va donner toutes les infos et donc à la fin, l'élève a toutes les informations. Pour tout retenir, ça va être compliqué. Et surtout, il n'a pas eu une démarche de pédagogie active. C'est qu'en fait, c'est tout venu d'en haut. Il l'a pas mobilisé, son cerveau n'a pas activé, il a juste fait l'éponge. Donc en fait, vu qu'il l'a pas mobilisé dans sa tête, la plupart va disparaître. Et en plus, il a l'impression que seul son prof sait tout. Donc ça donne, c'est toujours pareil, c'est aliénant, quoi. Alors que si un prof vient en posant des questions, ne donne pas les réponses, donc là c'est l'élève qui va chercher les réponses. Alors il y aura essai-erreur, parce que forcément il va se tromper, il va y avoir des infox qui vont circuler, mais du coup il va se confronter à tout ça. Ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est moins performant qu'un prof qui donne toutes les infos. Mais par contre là il a activé son cerveau, pédagogie active, ça c'est hyper robuste. Alors c'est robuste à la fois pour les connaissances parce que ça reste très longtemps, mais ça permet aussi d'apprendre à apprendre. C'est quand on va faire le ménage dans les infox, ce qui est un peu plus vrai, ce qui est un peu plus faux, voilà. Et ça c'est de la robustesse, très clairement. Ouais. C'est un peu la maïeutique chère à notre ami Socrate, dont la maman, si je dis pas de bêtises, faisait le plus beau métier du monde après le mien et après le tien, à savoir sage-femme. Voilà. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les esprits. Voilà, c'est ça. De cette manière qui passe par l'expérience, finalement, plus que par le bourrage de crâne. C'est bien compris. Ouais. Comme on l'a vu lors de notre rencontre là avec notre passion commune pour Gaston Lagaffe, tu es très sensible à l'art. Tu as pu dire quelque chose qui approche ce que je dis maintenant. La création artistique est une forme de robustesse. Tu dis que la créativité ne suit pas de logique linéaire, prédigérée, etc. Tu dis que l'art, c'est un espace de flou, d'intuition, d'improvisation, qu'il échappe à l'optimisation et qui permet à l'humain de s'adapter symboliquement aux ruptures. Est-ce que tu peux me développer un peu ça? Carrément. La créativité, d'ailleurs, un exemple typique. Si on veut faire un brainstorming créatif, la première chose à faire, dans n'importe quel cercle, dans une entreprise, une association, une municipalité, la première chose à faire, c'est d'évacuer l'expert.
Parce que si on garde un expert autour de la table, il va inhiber tout le monde et on va juste faire ce que dit l'expert. Même s'il dit rien, hein, c'est juste sa présence fait qu'on va penser comme lui. Donc il faut enlever l'expert et faut plutôt retrouver l'enfant intérieur, faire des dessins, se faire chahuter par des interactions très lointaines. Donc se planter en fait, hein, c'est vraiment voilà chercher ailleurs. Et là on va avoir un vrai travail de création artistique. Alors la démarche artistique, hein, c'est observation, raisonnement, question. Donc c'est un peu différent de la démarche scientifique qui est observation, raisonnement, conclusion. La démarche scientifique veut arriver à une conclusion, alors que la démarche artistique veut arriver à une question. Et donc ça veut ouvrir en fait. C'est ce que je dis souvent, hein, les artistes ce sont des paratonnerres qui sont touchés par le monde et qui, à force d'être touchés, font un peu un travail quasi psychanalytique pour identifier ce qui les a touchés. Et quand ils ont, à force de faire un peu la même œuvre d'art, de tourner autour du même truc, ça c'est la question qu'ils vont produire. L'œuvre d'art, c'est une question au premier ordre. Ouais. Ça me fait penser à ce que dit un ami commun que nous avons, Pierre Gilbert, que j'ai invité il y a plusieurs années déjà, qui est venu raconter dans Combat ce qu'il appelle le géomimétisme. En gros, c'est de laisser la planète faire son boulot, qui est beaucoup plus capable de nous aider à résoudre les crises actuelles que ce que Pierre appelle, enfin ce que tout le monde appelle la géo-ingénierie. Bref, et Pierre, il a une belle citation qui m'a sorti déjà il y a quelques années, je ne sais pas si tu l'as faite à toi aussi. Il dit que la grandeur d'un homme ne se mesure pas en centimètres de ses pieds à sa tête, mais à la distance qui sépare sa tête du ciel. En gros. C'est-à-dire des nuages, des rêves, de la capacité à imaginer, à formuler des choses. Ouais. Pierre l'a beaucoup mieux dit. Non, mais c'est sûr, mais ça veut dire aussi s'autoriser à ça. Le culte de la performance dans lequel on est, dans le culte du contrôle, de l'optimisation, on a tendance à nous faire croire que c'est notre auteur qui nous donne cette performance finalement. C'est le contrôle qui nous donne voilà. En fait non, c'est s'autoriser à se dire on peut dérailler de ça, on peut désobéir à cette idée que voilà, c'est ça qui va nous donner des idées. En fait, c'est très souvent ailleurs que ça se passe, quoi. Ouais. Il y a un autre exemple que j'aime bien, dont j'ai moi-même parlé aussi dans mon émission sur les constructions ingénieuses du vivant. J'en reviens à la stigmergie des termites ou des fourmis. C'est l'organisation en commun. C'est-à-dire que des systèmes auto-organisés, et je pense l'exemple type de ça, c'est vraiment Wikipédia. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a le savoir libre, les logiciels open source. Ils sont moins performants à court terme, mais ils sont plus durables et robustes face aux crises, car ils ne dépendent pas d'un acteur unique. Exactement. C'est les logiciels libres versus les logiciels propriétaires, par exemple. Un logiciel propriétaire, on est complètement pieds et poings liés par une technocratie distante. Alors que si c'est un logiciel libre, il y a un forum d'utilisateurs, et donc autant de personnes qui peuvent aider, et un accès permanent, avec plein de redondances. En fait, c'est tout le même principe de sous-optimalité qui sont réactivées. Ouais. De quoi tu parles? Alors, je vais pas prendre tous les exemples que je t'avais sélectionnés parce que je voudrais te faire réagir sur d'autres trucs. On a le même défaut. Je parle vite et j'ai l'impression que toi aussi tu parles vite. Oui, c'est ça. oui, c'est pas une impression. tu connais le mot tachypsychie? Tachy, ça veut dire vite. Tachypsychie, c'est ceux qui pensent vite et dont les pensées se bousculent dans la tête. Et donc, ce concept, c'est la... Oui, je connaissais pas, mais en effet, ouais, ça fait sens. La tachypsychie. Alors, moi, je souffre de tachypsychie, mais je pense que toi aussi. Enfin, en tout cas, tu parles vite. J'arrête pas de te vanner. Bref. Alors, il y a un autre concept que tu aimes bien, c'est l'ennui. L'ennui comme levier d'adaptation. Apparemment, tu défends l'idée que l'ennui et l'inactivité font plus que force ni que rage, toujours pareil, comme dirait La Fontaine. C'est pas des faiblesses, tu dis, c'est des espaces de régénération mentale et d'imagination essentiels à la robustesse psychique. Alors ça c'est vraiment essentiel et c'est même, j'ai envie de dire, c'est presque ce qu'on devrait faire en premier dans le monde actuel. Parce que on ne déraillera pas du monde actuel si on n'entre pas en dissonance avec lui. Pour entrer en dissonance avec le monde dans lequel on est, il faut s'ennuyer. Il faut un espace d'arrêt pour s'en rendre compte, pour se confronter à ces dissonances. Si on s'arrête pas, faut toujours pareil, faut penser en absurde, par l'absurde. Si on n'a aucun moment d'ennui, ça veut dire qu'on est on est le hamster dans sa roue qui tourne, et on n'a aucun moment où on peut se confronter à ces dissonances. Et donc le nombre de personnes que je rencontre qui sont en train de faire un burn-out en temps réel et qui s'en rendent pas compte,
Mais c'est hallucinant. Bah ça, c'est parce que ces personnes-là n'ont jamais eu un moment d'ennui pour se dire ah ben là ça va plus. Et donc, mais c'est collectivement. Hein, je veux dire, l'humanité là est en train de foncer encore dans un monde mortifère. Il faut absolument s'ennuyer pour dérailler de ce monde-là. Et donc l'ennui, c'est extrêmement vertueux. Allez, troisième exemple, la ville organique. Alors, contrairement à une ville pensée comme une machine, et moi c'est drôle, tu le sais pas, mais j'ai fait 2 ans d'archi dans ma vie extrêmement sous-optimale. Hein. Enfin, moi j'ai fait 8 ans d'études pour avoir un bac +2. Enfin, puis après j'ai fait une école de journalisme. Bref, erratique et donc très sous-optimal le gars, contrairement à toi. Et donc, contrairement à cette ville pensée comme une machine optimisée, donc typiquement ce que fait Le Corbusier, toi tu prônes des villes vivantes faites d'imprévus, de détours, de quartiers aux logiques multiples. Ouais. Est-ce que pareil, tu peux nous développer ça? Bah, en fait, en plus, on l'a vécu pendant le Covid. Les villes, on les a quand même beaucoup optimisées, hein, les trottoirs, tout ça, mais quand même, on a gardé des marges de manœuvre. Donc, les trottoirs pendant le Covid, c'est devenu des salles d'attente, les places, c'est devenu des salles de vaccination. Donc, c'est multi-usage tout ça. Dans certaines villes américaines où il y a plus de trottoirs, bah ça devient très compliqué. C'est vraiment des villes mono-usage suroptimisées qui deviennent très fragiles pour des tas de raisons d'ailleurs. Tu pourrais nous donner des exemples de villes qui soient l'un ou l'autre? Par exemple, il y a une grande ville dans le monde qui a un plan qui est quasiment unique au monde vu sa grandeur et son importance. C'est Brasilia au Brésil. Je ne sais pas si tu es au courant, qui est construite sur le modèle d'un avion. C'est-à-dire que cette ville, le dessin de cette ville ressemble à un avion. Et ça a été une ville qui a été créée de toutes pièces dans le Cerrado brésilien. Enfin, c'est-à-dire au milieu de nulle part. Et tout est construit dans cette ville pour... C'était à l'époque de la bagnole reine. Dans cette ville, tu peux rien faire si t'as pas de bagnole. Voilà. Donc, je sais pas ce que t'en penses. C'est ça. Bah, c'est pas très organique, tout ça. C'est qu'en fait, c'est hyper fragile, hein. C'est de monodépendance à un type de véhicule. Forcément que c'est une ville qui va se réinventer. Mais c'est aussi ce qui est en train de se passer chez nous, hein. La ville du quart d'heure, quelque part, ça redevient une ville organique, où on pense plus à la ville comme un ensemble de petites cellules. Les petites cellules, c'est les quartiers, en fait, où on peut avoir les ressources localement. C'est les villes où on faisait des très grandes autoroutes qui traversaient la ville, comme Lyon, hein. À une époque, on a fait traverser l'autoroute, enfin encore, elle traverse encore, hein, pour quelques années encore, la ville. Ça, c'était une saignée dans la ville, ça séparait des quartiers, c'était des garrots, en fait, dans la ville. Alors que si on fait de la ville du quart d'heure, en fait, c'est le monde rural, donc qui est plus organique finalement, qui vient inspirer la ville. Et ça, c'est quand même nettement plus joyeux de nouveau. J'en profite pour glisser au passage que tu habites à Lyon. Oui, absolument. Je suis de Clermont-Ferrand à l'origine, mais j'habite à Lyon, là. Tu es un Bougna. Enfin, est-ce que Bougna s'applique à toi? Alors, je sais pas, mais en tout cas, j'ai passé toute mon enfance vers Clermont-Ferrand, ouais. Bougna, que je dise pas de bêtises, c'est bien un des surnoms des Auvergnats. Absolument. Oui, non, moi, ça me va bien. En plus, c'est que des noms de villes en AT à la fin, donc c'est parfait. Toi, l'Auvergnat qui sans façon m'a donné non seulement 4 bouts de bois, mais 24 exemples de robustesse. Je reprends des exemples dans notre vie de tous les jours. On a déjà parlé de la ville organique. Tu parles souvent de l'agriculture paysanne, par opposition à l'agriculture industrielle. Bon, il a un peu téléphoné notre exemple. L'agri-industriel qui est hautement optimisé, mais donc hyper fragile. Bah ouais, c'est ce qu'on raconte tous tout le temps, hein. Ces champs d'arbres ou ces champs tout court, monoculture et tout, on est obligé de les gaver d'intrants pour qu'ils résistent à 1000 choses, qui sont perçus comme des agressions extérieures. On travaille plus avec, mais contre le vivant. C'est ce que moi-même je raconte dans beaucoup de choses que je fais. Donc toi, qu'est-ce que tu racontes là-dessus? C'est un petit peu la même chose. En fait, on peut comprendre pourquoi l'agriculture intensive s'est développée après-guerre. Il y avait plein de monde, fallait nourrir tout le monde, et donc là, il y avait d'un seul coup accès à plein de pétrole, donc c'était possible. Donc en gros, de faire une agriculture martienne sur Terre, quoi. On a mis une cloche chimique sur un champ. Et ça permet de faire de la monoculture parce que les pathogènes ne peuvent pas rentrer parce que tout est sous une bulle chimique. Sauf que là, on se rend compte que la chimie, ça a plein d'externalités négatives, ça coûte très cher en pétrole, en argent, en coûts humains, en maladies, y compris pour les agriculteurs, même surtout pour les agriculteurs. Et donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on réduit la chimie ou quand on a sélectionné des pathogènes résistants à ces nouvelles molécules chimiques, la monoculture, c'est un terrain d'atterrissage pour les pathogènes. Et donc, en fait, ça attire les pathogènes. C'est ça qui est dingue, c'est le meilleur bouclier contre les pathogènes, c'est l'hétérogénéité. C'est aussi simple que ça. Et donc, l'agroécologie, c'est ça qu'elle fait finalement, hein. Ça recrée un écosystème varié qui sert de frein aux pathogènes, mais aussi qui maintient l'hygrométrie, enfin tous les services écosystémiques qui vont avec, quoi.
Il y a plein de tes collègues de l'INRAE d'ailleurs que j'ai en partie interviewé sur ces essais de culture dont certains rangs protègent. Il y a des plantes qui servent de repoussoir, d'autres qui les attirent, etc. Mais les chiffres sont dingues, hein. C'est bien plus, j'allais dire performant, mais pertinent que de la chimie. C'est que même les chiffres, je veux dire, ce qui est fou, c'est que Marc-André Soulos, par exemple, il faisait un post récemment sur LinkedIn en montrant que juste en faisant de l'intercropping, donc mettant des légumineuses avec des céréales en alternance, on avait 43% de bioprotection. 43%. Enfin, et quel produit chimique fait ça, quoi? Et c'est juste naturellement, en mélangeant les variétés. Ouais. Allez, j'enchaîne. Un exemple que j'aime bien, parce que moi, je passe ma vie à vélo. Donc toi, ta pensée est beaucoup inspirée du slow en général, enfin, c'est-à-dire je ne sais pas comment dire, des concepts de mouvement doux, c'est-à-dire les mobilités douces, c'est un mot qu'on entend souvent, et le roi de ça, c'est le vélo face à la bagnole. Donc toi, tu expliques sans doute que le vélo, c'est un objet qui est plus lent, moins puissant, peu dépendant de ressources complexes, hein, comme dit ma mère, c'est juste l'huile de mollet qui le propulse, et moins fragile que la bagnole. Qu'est-ce que toi tu racontes d'autre sur le vélo? Le vélo, il est réparable aussi. Donc sa fabrication, sa réparation est très simple. Les utilisateurs de vélo sont émancipés parce qu'ils sont capables de réparer intégralement leur vélo. Alors que quelqu'un qui a une voiture, alors surtout avec toute l'électronique qu'il y a dans les bagnoles maintenant, il est incapable de réparer sa voiture. Et ça de plus en plus. Hein. Les voitures des années 60, on pouvait encore les réparer, mais là c'est terminé maintenant. Donc c'est ce que Ivan Illich appelle un outil convivial. Le vélo, c'est un outil convivial, donc où l'utilisateur est émancipé. La voiture, c'est devenu un outil aliénant qui éloigne le citoyen de l'outil. Ouais. Le vélo comme symbole d'une techno low-tech robuste, ce mot qui est tellement lié à toi ou l'inverse. Tu dis un truc tout bête que n'aurait pas renié notre ami La Fontaine. Tu dis que les matériaux souples sont beaucoup plus résistants que les rigides. Ah bah oui, on a envie de dire c'est évident, c'est ce roseau qui plie mais ne rompt pas. Exactement. C'est un exemple pratique, c'est dans l'industrie, dans la métallurgie ancienne, hein, de l'Antiquité même, hein, voire même avant l'Antiquité, enfin ouais, l'âge de fer, quoi. Si on prend du fer pur, 100% fer, hein, c'est très mou du fer. Hein. On met 1 ou 2% de nickel, de cuivre dedans. Enfin voilà, on fait de l'acier, quoi, grosso modo. Ça devient beaucoup plus rigide. Parce que c'est hétérogène, un tout petit peu hétérogène. En gros, dès qu'on met des petits grains de sable dans un environnement très homogène, ça grippe un peu le truc et ça devient plus rigide. L'acier est plus rigide parce qu'il est hétérogène. Alors que de l'or pur, de l'argent pur, du fer pur, tout ça, c'est très mou en fait. Après, ça peut devenir quand même assez rigide, mais c'est quand même relativement mou, c'est facile à tordre. Acier rouge et main d'or, hein. Et mon papa travaillait à Pont-à-Mousson et ça, où il fabriquait des tuyaux en fonte ductile. Et la fonte, c'est précisément de l'acier, c'est-à-dire du minerai de fer, dans lequel il y a un petit pourcentage, je crois que c'est de 1 à 4% de carbone qui vient de charbon. Et en ajoutant ce carbone, la fonte, et en plus il y avait un procédé de fabrication qui rendait cette fonte ductile, parce que chacun sait que les casseroles en fonte, elles cassent quand elles tombent par terre. Et donc fonte ductile, c'est presque un oxymore, parce que la fonte ductile, c'est de la fonte qui justement peut se tordre un peu, et à l'inverse de la fonte des casseroles de nos grands-mères. Je voudrais passer à autre chose, assez d'exemples, j'espère qu'ils sont assez riches tous. À présent, toujours pareil, hein, ce nombre sublime 12, il y a 12 citations sur lesquelles j'aimerais te faire réagir. Je commence avec la première, Georges Canguilhem, rien de moins, qui a dit « Le vivant est ce qui résiste à la mort ». Ah oui, j'aime bien. Oui, moi je dis encore plus court, vivre c'est résister. Et ça c'est un exemple tout simple, c'est quand on regarde nos cellules par exemple, nos cellules, mais c'est tout, hein, les tissus, les organes, mais on va dire la cellule, pour qu'elle vive, il faut qu'elle résiste aux contraintes mécaniques. C'est qu'une cellule qui ne résisterait pas aux contraintes mécaniques, soit elle exploserait, soit elle imploserait. Et donc les cellules en permanence résistent. Et donc c'est ça, vivre c'est résister. Et alors donc évidemment on peut le décliner dans d'autres champs. Ouais. Tu vois, je me suis fait aider d'une intelligence artificielle et je trouve que ce qu'elle propose est prodigieux. Hein. Je me laisse pas guider que par cette intelligence. Mais tu vois, là, en l'occurrence, je trouve que c'est quand même prodigieux ce qu'elle propose. Et elle me dit que tu pouvais explorer cette citation pour constater à quel point cette résistance est liée à l'erreur, à la souplesse, à l'imprévisibilité. Tu l'as déjà dit dans les exemples précédents. Deuxième citation sur laquelle j'aimerais te faire réagir, et je pense qu'elles vont toutes te faire sourire. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ça, c'est Nicolas Boileau. C'est un truc célèbre qu'on dit notamment à l'école. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ouais. Alors ça, c'est tout le travail de vulgarisation que tu connais bien aussi. Quand on vulgarise, ça veut dire qu'il y a eu un moment où on allait très très loin dans les détails
Et c'est absolument impossible d'en discuter parce qu'il y a trop de textes, il y a trop de bazar, il y a trop de détails dans tous les sens. Et puis après, on commence à laisser sédimenter, à faire ressortir les points saillants. Et on le dit clairement. Ça, c'est la vulgarisation. Et donc, c'est un U, en fait, où on passe par le bas du U. C'est un endroit où il faut surtout pas aller parce que c'est complètement illisible, on comprend rien. Par contre, quand on remonte après, c'est clair. Mais c'est un processus, de nouveau. Donc, je fais le truc marrant, je te dis ce que m'a dit Lia. Lia m'a dit « Olivier pourrait questionner cette injonction à la clarté et à la linéarité dans un monde non linéaire et incertain. » En fait, tu vois le truc qui se dessine. C'est-à-dire que, en fait, elle a envie que tu réagisses presque en contre ou en tension ou en critiquant. C'est marrant. J'enchaîne sur une citation de Paul Virilio qui a dit « Tout ce qui est techniquement possible sera réalisé ». Ouais, ça c'est Gunther Anders aussi. Et ça c'est vrai. D'ailleurs, il y a même GESDA à Genève. Là, c'est un organisme qui est associé aux Nations Unies et qui regarde les nouvelles technologies en faisant cette hypothèse-là. Et donc, pour pas se dire qu'est-ce qu'on va en faire, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer quand ça arrive. Et donc, c'est en effet ça Anders, il disait que l'humain pouvait pas se représenter les conséquences de ce qu'il fait. C'est avec la bombe atomique notamment, mais c'est pour tout en fait. Et donc, on est tout à fait dans ce monde-là. Donc, c'est pour ça que les critères de robustesse devraient être en premier quand on fait des projets comme ça, en tout cas pour des garde-fous. Là, l'IA avait prévu ce challenge pour toi, une provocation. Cette citation est une provocation qui amènerait Olivier à défendre une éthique du renoncement technologique face à une logique d'optimisation sans limite. Bon. Ah oui, alors ça dit, je pourrais quand même rebondir sur l'IA là parce que j'aime bien aussi l'idée que ça va un peu changer ce que c'est qu'un scientifique à l'avenir. Ouais. Un scientifique, jusqu'à présent, c'était la connaissance, c'est toujours positif. Ouais. Et là maintenant, un scientifique va se dire que certaines zones inconnues doivent rester inconnues. Par exemple, le fond des océans doit rester inconnu. Faut pas faire d'exploration du fond des océans parce qu'on sait très bien que c'est un levier vers l'exploitation. Donc il faut absolument que ça reste inconnu, ce truc-là. Ok. Il y en a une que j'aime bien parce que pour le coup, je reviens vers ma boutique du vivant qui est quelque part aussi un peu la tienne. C'est Carl Linné, que je surnomme souvent Charles du Tilleul, c'est ce que veut dire son nom, Carl Linné. La nature ne fait pas de saut. Alors oui et non quand même parce que Darwin c'est un peu ce qu'il disait aussi le côté évolution graduelle et puis justement linéaire et puis Stephen Jay Gould et le gradualisme quand même ça c'est maintenant la théorie de l'évolution dit plutôt ça quand même. En fait il y a quand même des sauts mais ça dépend sur quelle échelle de temps. C'est pas un saut comme ça, c'est pas du jour au lendemain, c'est quand même toujours un cheminement, mais il y a quand même des moments d'accélération de l'évolution après des grosses extinctions, etc. Il y a quand même des sauts, donc je modérerais un tout petit peu quand même. Tu vois, l'IA s'attendait à ce que tu soulignes que l'évolution est faite de bifurcations imprévues, de discontinuités et d'erreurs fructueuses. Elle est pas mal quand même. C'est pas mal, je suis d'accord avec elle là. Allez, Rabelais qui a dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Alors justement, il faut ajouter Bruno Latour, la science c'est la politique continuée par d'autres moyens. Il faut aussi savoir ça. C'est qu'en fait, une science sans conscience, c'est un idéal, c'est le dieu de Leibniz qui pense ça. La science c'est fait par des scientifiques qui sont des humains et donc c'est biaisé. Une science sans aucun biais, ça n'existe pas. Donc faut aussi le savoir. Et donc en effet, d'où l'éthique. Il y en a besoin, mais il faut aussi savoir connaître nos limites, quoi. Donc pour l'IA, ce que je viens de dire, cette phrase de Rabelais, c'est une base éthique forte pour insister sur le rôle de la recherche. Tu vois, je rappelle qu'à la base, tu es chercheur, tu n'es pas un gourou comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est ça qui te rend très sympathique. Donc, rôle de la recherche face aux défis du siècle, au-delà de la pure innovation. Alors, il y a un type dont j'aurais du mal à prononcer le nom, Jiddu Krishnamurti, a dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade ». Ah bah oui, Ivan Illich disait la même chose, la médecine c'est l'alibi d'une société pathogène. C'est exactement ça. Donc si on prend plein d'anxiolytiques et qu'on pense qu'on est en bonne santé, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Donc, Ivan Illich, c'est le penseur technocritique années 60-70 quoi. Alors, j'en reviens à ton maître à penser, tu me corriges si j'ai dit une bêtise sur le fait qu'il soit ton maître à penser, Edgar Morin. L'ignorance n'est pas le contraire du savoir, c'est son conditionnement. Je t'avoue qu'elle n'est pas hyper claire pour moi, celle-là. Ah oui, non, mais moi ça me parle bien. En fait, c'est quand je parle d'incohérence et tout ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, une pensée très cohérente est conditionnante. Et donc, elle pousse à l'ignorance. La secte, par exemple, est hyper cohérent. Tout le monde se connaît, tout le monde sait ce que les autres pensent, et ça conforte dans sa pensée qu'on a raison, en fait. D'ailleurs, on a même plus besoin de communiquer à la fin, parce que tout le monde sait ce que pense l'autre. Donc ça, c'est très cohérent, c'est très conditionnant, et ça produit de l'ignorance. Parce qu'en fait, on ne s'ouvre plus à d'autres choses. Donc je le dirais.
Là, Lia dit un truc qui m'éclaire. Elle dit que cette phrase pourrait ouvrir un échange sur la valeur de l'erreur et du doute. Pour être précis, la valeur heuristique. Je me souviens plus ce que ça veut dire heuristique. Ouais, bah c'est pour alors c'est oui, moi non plus la définition exacte, mais c'est pour produire de la connaissance, quoi, hein, finalement. Quand on fait des erreurs, c'est là où on digresse, hein, finalement, et c'est là où on trouve de nouvelles choses. C'est ce qu'on dit souvent, hein, dans les laboratoires. Le moment où on sait qu'on a trouvé un truc vraiment nouveau, c'est quand on dit tiens, c'est bizarre. C'était Asimov, hein. C'est exactement ça. En fait, c'est le moment où on déraille, quoi. C'est nouveau. Ouais. Très intéressant. J'ai bientôt fini et je les adore toutes ces citations. Enfin là, pour le coup, je trouve que le résultat est prodigieux, comme propose cette IA. Milan Kundera, je ne sais pas si tu l'aimes autant que moi, hein, une citation très courte. La lenteur est beauté. Ah oui, c'est quasiment un haïku. La lenteur est beauté. Bah oui, alors parce que la beauté arrête. Donc en plus, ça va dans l'autre sens aussi. C'est que quand c'est beau, on est un peu sidéré, en fait, hein, quelle que soit la beauté d'ailleurs, hein, le type de beauté. Mais on s'arrête parce qu'en fait, on est dans un moment de... c'est quasiment comme l'ennui, c'est-à-dire que c'est un moment où on est on est en train de se confronter à quelque chose qui nous emmène ailleurs, quoi, finalement. Donc et la lenteur permet de profiter de la beauté, et la beauté produit de la lenteur. Donc les deux s'alimentent, quoi. Et là, si on devait mettre une image à ce moment du podcast, on mettrait une belle image de Gaston Lagaffe en train de jouer du gaffophone ou de roupiller sur son hamac au bureau. La lenteur et beauté. Je rappelle que c'est notre figure commune. Il y a une citation pour le coup qui est anonyme, qui est apparemment typique du taylorisme. Tu nous rappelleras ce que c'est. Tout ce qui peut être mesuré peut être contrôlé. Absolument. Bon, le taylorisme, c'est l'exemple type de la chaîne de montage optimisée, où chaque geste est mesuré et en effet contrôlé. Alors c'est ce qui est génial avec le taylorisme, le fordisme, enfin tout ce qui a suivi, c'est que ça a créé de la performance, hein, très clairement, hein. On produit plus d'obus par minute dans une chaîne de montage comme ça, ou plus de voitures évidemment, mais voilà, aussi des obus. Mais surtout, ça crée de la perte de sens. Voilà, c'est bien connu, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, hein. On tourne un boulon, on sait plus pourquoi on le fait, hein. Donc ça crée de la misère mentale, hein, finalement. On est en train quand même d'en revenir un peu, mais pas complètement, hein, quand même, hein. Enfin, quand Yanis Varoufakis parle de techno-féodalisme, en nous prenant, nous, hein, les citoyens, tous, là, on est tous des travailleurs gratuits du clic, hein, finalement, on nourrit les plateformes. Donc on est les techno-serfs des techno-seigneurs des GAFAM, là. Bah, quelque part, on est tous rentrés dans une chaîne de montage où on clique sur des trucs, parfois sans trop savoir pourquoi, et on est en fait de nouveau dans les temps modernes, et donc dans le taylorisme, aujourd'hui. Je suis content que tu cites Yanis Varoufakis, on ne va pas laisser sur le bord de la route ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est l'ancien ministre de l'économie grecque, à l'époque où la Grèce a beaucoup souffert face à l'UE, hein, grosso modo. Il y en a une qui est très jolie de Gilbert Keith Chesterton, qui a dit que le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. Et avant que tu réagisses, je voudrais te dire un mot que j'adore, je voudrais t'offrir ce mot, c'est un mot allemand. Alors il se trouve que moi je suis germanophone et germanophile, j'adore l'allemand, cette langue que tout le monde déteste, etc. Je l'ai même longuement étudié à la fac à une époque, dans ma grande errance estudiantine que je te raconterai devant un verre une autre fois. Et ce mot que j'aime tant, c'est Begeisterungsfähigkeit. Begeisterung, ça veut dire l'émerveillement, et Fähigkeit, c'est l'aptitude. Donc ce mot unique, hein, tu sais, les mots allemands, ils sont très longs parfois, la capacité à l'émerveillement. Pardon, je l'ai juste ramené sur ce mot allemand que j'adore. Alors qu'est-ce que ça t'évoque ? Je vais répondre avec un autre mot allemand que j'aime bien, qui est le contraire, c'est le Weltschmerz. Weltschmerz, c'est quand on est déprimé par l'observation du monde qui ne correspond pas à la vision qu'on en avait en soi. En fait, donc c'est déprimant parce que c'est pas du tout ce qu'on était fait comme vision, et c'est un peu la vision déprimante du monde. Enfin, c'est la dépression, hein, du Weltschmerz par rapport au monde. Du coup, l'émerveillement, c'est un peu comme l'éducation tout à l'heure, hein, c'est une capacité proactive d'habiter ce monde-là. L'émerveil, finalement, c'est la sidération et donc l'immobilité. Alors que l'émerveillement, on en fait partie et donc on y contribue et ça donne envie d'y aller, quoi. C'est plus joyeux. Allez Olivier, il me reste quelques minutes, je jette mes dernières forces, mes dernières cartouches dans la bataille. Une autre que je trouve très jolie. L'intelligence, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Elle est magnifique celle-là, de Jean Piaget. Ah oui, super. Moi j'adore dire que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Enfin, je pense que ça se parle. C'est qu'en fait, quand on est adaptable, ça veut dire qu'on ose se mettre en difficulté finalement, et donc de faire ce qu'on ne sait pas toujours faire, hein. On n'est pas parfaitement adapté, donc on cherche, quoi. Ouais. Ce que dit Lia, c'est que cette citation résonne avec sa défense d'une pensée adaptative, non linéaire, qui est nourrie par l'incertitude et le tâtonnement.
l'apologie du tâtonnement, mon vieux. Allez, une citation de James Lovelock, ce monsieur qui a proposé l'hypothèse Gaïa, c'est-à-dire qu'en gros, l'ensemble de ce qui vit sur Terre pourrait former ce qu'il appelle un holobionte, c'est-à-dire un être unique, et chaque espèce, chaque groupe du vivant est une sous-partie de cet être unique. Ça s'appelle l'hypothèse Gaïa. James Lovelock a dit « L'univers n'est pas une machine, c'est un organisme ». Bah oui, parce que on a aussi des articles maintenant scientifiques qu'on voit en biologie où c'est marqué la cellule n'est pas une machine. Enfin, c'est incroyable qu'on ait besoin de le dire finalement quand on réfléchit bien. C'est que on a complètement intégré que dans notre tête, on voit le monde comme des machines. D'ailleurs, les mots qu'on utilise, on parle de logiciel quand on parle de pensée, on est en mode stand-by. Enfin, c'est dingue comme très facilement, vu qu'on fabrique des machines et qu'on voit comment elles fonctionnent, on a tendance à plaquer cette sémantique-là. Alors qu'en fait, non, c'est en effet organique, c'est vivant, et le vivant n'est pas une machine, justement parce que c'est comme le cerveau qui arrête pas de se planter en permanence, et c'est pour ça qu'il marche. J'en ai fini avec mes 12 citations. Je te pose encore quelques petites questions beaucoup plus rigolotes et personnelles. Je commence par, d'après toi, quelles sont les 3 plus grandes inventions du vivant? Réfléchis bien. Et après, je vais te demander quelles sont les 3 plus grandes inventions de l'humanité. Plusieurs questions. Alors, moi j'aime bien. Évidemment, je vais commencer avec la photosynthèse. Je crois que c'est un peu un cliché végétaliste là, mais 3,8 milliards d'années quand même, enfin au moins, ce qui est quand même incroyable. C'est très très tôt dans l'histoire de la vie, et c'est une erreur finalement. C'est qu'en fait c'est un mécanisme qui, oui, produit des sucres, mais qui pollue la planète en produisant de l'oxygène. Et donc peut-être que la deuxième invention c'est la respiration, qui est une forme de correction de la pollution oxygène qu'on a mis sur Terre. Donc voilà, on respire, donc les bactéries toujours qui respirent, donc ça serait peut-être ça la deuxième. Et puis la troisième, ça serait la symbiose, peut-être l'endosymbiose notamment, enfin le fait que justement ces chloroplastes et ces bactéries sont maintenant dans des cellules eucaryotes, et donc tout ça c'est en coopération avec deux contraires, le chloroplaste, la mitochondrie dans une cellule végétale, les deux qui en fait se gèrent l'une l'autre finalement, et la cellule qui met tout ça en harmonie. Donc ça serait peut-être ça les trois. À chaud, j'ai pas bien réfléchi, mais si on veut partir un peu loin, ça serait peut-être ça. Non, mais je trouve ça brillant et j'aime bien cette connexion que tu fais entre erreur, correction, c'est-à-dire photosynthèse, bim, respiration. Ça, c'est très drôle. J'en parlais hier, on en reparlera une autre fois. J'ai commencé à enregistrer une énorme série sur les couleurs, et forcément pour la couleur verte, où mon invité Frédéric Archaud constate que la couleur la plus répandue dans le vivant, c'est le vert, puisque 80% de la biomasse, ce sont les plantes, tu vois. Donc, et forcément, on a énormément parlé de la photosynthèse qui peut pas se résumer en 3 mots. Je renvoie vers cette série avec Fred Archaud. Mais juste sur le vert, ce qui est extraordinaire, c'est que quand la planète n'avait pas autant d'oxygène dans son atmosphère, elle était plutôt verte. Les roches étaient vertes, quoi. C'était du fer ferreux. Et puis quand elle a émis plein d'oxygène, ce fer est devenu ferrique, donc c'est devenu une planète rouge. Comme Mars. Un peu comme Mars. Alors, il y avait de l'eau quand même. C'était quand même toujours une planète bleue, mais la roche était devenue rouge, quoi. Et c'est redevenu vert parce que des plantes ont colonisé la Terre, quoi. Je trouve ça incroyable. Tu as toujours une réponse qui est désarmante à la fois de gentillesse mais aussi de brillance. Et là, je pensais pas que tu allais me parler de ça sur cette émission qu'on a enregistrée avec un autre spécialiste hier. Bref, je finis vite parce que tu m'as obligé à tenir en 1 heure. Allez, dis-moi, d'après toi, et tu as le droit d'être ironique, tu as le droit d'être rigolo, les 3 plus grandes inventions de l'humain. Je commencerai par te dire quelle valeur ça a, mais c'est peut-être une indication pour toi. Moi, c'est vrai que pour moi, la première grande invention de l'humanité, c'est la brouette. C'est la brouette. Et je vais te dire pourquoi. Parce que la brouette, pour moi, c'est le début de tous nos malheurs, si je suis aussi ce que tu dis toi. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, l'humain de base, il est feignant. C'est un feignasse. L'humain de base, on est tous des feignants. Et quelque part, c'est lié à ton histoire d'ennui et de paresse. Pour moi, c'est presque une qualité d'être feignant. C'est-à-dire que le feignant qui a inventé la brouette, c'est un mec qui en avait marre de trimballer des trucs lourds. Il avait envie de... Enfin, tu vois, je sais pas ce que t'en penses. Et c'est pour ça que pour moi, la brouette, c'est quand même une invention qui est tellement humble, puisqu'elle part de ce fait que le premier feignasse qui a inventé la brouette, c'est un mec qui en avait marre de trimballer des trucs lourds, tu vois. Et ça nous amène, si je file cette espèce de métaphore, ce qui vaut que ce qu'elle vaut, à la bagnole, puis la fusée, puis au fait d'être allé sur la Lune, puisque ça va toujours dans le sens d'une plus grande, du moindre effort. Ouais, non, mais je prends, mais je pourrais filer sur la brouette. On pourrait presque, là aussi, j'aime bien inverser toujours, mais le premier humain qui a inventé la sieste. Merci. Ce qui est fou, mais ce qui est fou, c'est que certainement qu'à une époque, les humains faisaient la sieste sans le déclarer. C'est qu'en fait, ils dormaient, quoi. Quand on fait la sieste, ça veut dire qu'on a intégré qu'il faut travailler tout le temps. Et en fait, c'est ça qui est terrible. C'est pourquoi il faut mettre un mot
sur cette période où on ne fait rien en fait. Je force le trait un petit peu, hein, mais j'adore les siestes, hein, évidemment, hein, c'est super. Mais ça révèle un truc, quoi. Écoute, alors c'est bien, t'as rebondi sur ma brouette, tu viens de proposer la sieste. Attention, là, gong, enfin c'est le moment clé là, parce que c'est ma toute dernière question. Attention, il te reste une invention. Essaye de bien, de bien tourner 12 fois ta langue dans ta bouche. Ouais. Alors attends, peut-être. Attends. Ouais. Alors, je te propose un truc, tu peux dire oui, tu peux dire non. Hier, j'ai fait un post sur le concept de bisous. Je sais pas si tu le sais, là, on est le 8 juillet 2025. Je crois que le 6, c'est la journée mondiale du bisou. Est-ce que tu penses pas que la tendresse ou le bisou est une autre invention géniale? Ah oui, c'est clair. Mais je suis pas sûr que ce soit l'apanage des humains, cela dit. Hein. Les grands singes se font plein de bisous aussi, donc. Ok. Moi, j'aimerais bien un truc encore un peu comme la brouette, quoi. Hein. La montre. L'horloge, quoi. C'est qu'en fait, ça nous a un peu catalogué notre temps. Les 12 heures, on va revenir sur 12, hein, voilà, 24 heures, 12, etc. Il y a eu une époque où il n'y avait pas d'horloge. Et donc, le jour où on a eu l'horloge, on a pu cadrer le temps et un petit peu se canaliser. Et donc, peut-être mesurer le nombre de brouettes qu'on allait porter, quoi, aussi. Et donc, de mesurer une productivité, une densité, etc., quoi. Ouais, j'aime bien la circularité de notre conversation parce que moi, ce que tu viens de dire m'évoque un des plus beaux proverbes africains que je connaisse, pour le coup, et qui résume tellement bien la mentalité africaine, je trouve, qui est, en gros, il faut s'imaginer un Africain qui dit ça à un Européen, et pour le coup, des Africains me l'ont dit quand j'ai voyagé en Afrique. Bref, ce proverbe, c'est « En Europe, vous avez des montres, nous, en Afrique, on a le temps. » C'est ça. Exactement. Et je trouve que c'est génial. Et j'espère que ça rejoint ce que tu voulais dire. Absolument. Alors c'est fou parce qu'on arrive justement à la fin de l'interview quand on dit ça, donc c'est ça qui est une sorte de vertige incroyable. Mais oui, exactement. Il y a une grosse différence entre les montres et le temps. Ouais. Olivier, toute dernière question, et après on se fait un bisou et on dit au revoir. Tu as déjà réagi dans notre première rencontre là à Wheel of Green, mais je te repose quand même cette question très rituelle et à vocation rigolote. Baleine sous gravillon, à la lumière de cette nouvelle conversation qu'on a eue, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ce qu'on échangeait, en fait, j'aime bien la façon dont avec l'IA, là, le côté hybridation. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent quand on me pose la question sur l'IA versus performance versus robustesse avec l'IA. C'est que l'IA, elle est là pour rester, de toute façon, donc on va en faire quelque chose. Mais si on joue avec, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une hybridation avec les humains, là c'est intéressant. Parce que du coup on a d'autres voix, il y a des surprises, etc. Donc ça c'est super. Le pire dans l'IA, c'est que si on la laisse tourner toute seule et qu'on suit bêtement ce qu'elle nous raconte. De nouveau, c'est aliénant, c'est pas émancipateur. Et donc je trouve chouette que t'aies fait cette hybridation. Donc on était un peu à trois là et c'était sympa. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Baleine sous gravillon? Alors pardon, oui, c'est vrai que du coup oui. Le mec est fatigué. En fait, c'est peut-être que oui, pardon. Du coup, j'ai fait une digression dans ma digression. Par rapport à l'émission, je trouve que c'est l'idée de penser le vivant plus largement. Baleine sous gravillon, c'est un peu ça finalement. Hein. Il y a un côté s'ouvrir à d'autres choses, quoi. Et là, il me semble que tu as trouvé un outil multiples outils pour le faire, quoi. Grand merci Olivier. Je sais pas si t'es en vacances là. Apparemment t'es dans une vieille chambre d'hôtel toute moche. C'est ça. J'en déduis que t'es peut-être pas en vacances. Pas encore. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette chambre d'hôtel? Enfin, je veux dire, t'es quelque part pour. Moi, je pensais que t'étais en vacances. On est début juillet. Ouais, je suis à Marseille pour faire encore quelques conférences là, mais après je rentre et la semaine prochaine je suis en vacances. Ouais. Bon, très bien. On a fini l'interview. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci pour tout ce que tu fais, Olivier. On se retrouve très vite, j'espère. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant.
Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.